Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau débriefing de François. Nous sommes Maître Divisio qui revient de Bordeaux où se tenait hier une audience devant la Cour administrative d'appel, mais pour le compte de la Chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins, qui a été donc dépaysée, comme on dit dans le Ah, jargon, pour des questions d'indépendance, qui était dépaysée à Bordeaux. Et vous défendiez donc évidemment le professeur Raoult. Quels étaient les griefs exacts, parce qu'on s'y perd un peu dans tout dans tout ce qu'on peut lui reprocher, et comment s'organise sa défense? Parce qu'il y a aussi Maître Grazzini qui le défend. Pourquoi cette fois-ci c'était vous? Comment vous répartissez la défense? alors, d'abord, la première chose, c'est que ce qu'on lui reproche exactement, eh ben, c'est un peu tout le débat, ce qu'on lui reproche exactement. J'ai envie de vous dire, j'en sais rien, et ça a été d'ailleurs un des axes de la défense. Ça a été de dire, j'ai pas compris si on fait un procès politique, si on fait un procès médiatique ou si on fait un procès juridique. Parce qu'en droit, je veux dire, il faut quand même un minimum qualifier les fautes et il faut les raccrocher à des faits précis. J'ai pas le droit de dire que vous êtes un criminel. J'ai le droit de dire que vous avez commis un crime sur la personne de votre voisin à telle date, à telle heure. Le droit, il se nourrit de la précision. Or, cette précision, elle était quand même vachement absente dans ce dossier. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en fait, on lui reprochait, si vous voulez faire simple, à peu près les trois quarts du code de déontologie. C'est-à-dire qu'on a l'impression à certains moments qu'on a balancé le code et on se dit, vas-y, tu trouveras bien quelque chose là-dedans qui soit contre lui. Et de fait, si vous cherchez, vous trouvez à un moment donné. Simplement, le problème, c'est qu'il faut le raccrocher à des faits. Et je vous donne les griefs principaux. D'un côté, on lui reprochait sa communication en disant, mais finalement, il a communiqué de façon outrancière et il n'a pas communiqué avec les règles de prudence qui s'imposent à tout médecin. Ok, je comprends parfaitement, vous avez raison, mais alors, qu'a-t-il dit? Quand? Comment le prouvez-vous? Et à partir de là, si vous avez ces éléments-là, eh bien moi, je peux vous débattre, je peux discuter avec vous pour dire que le 25 février, le 10 mars, le 15 avril, il a dit ça, il a dit ça. Ah oui, bah ça, d'accord. Ça, bon, c'est un peu limite, mais ça, je ne suis pas d'accord. Voilà, il y a une discussion sur les faits. Mm. Ensuite, deuxième série de griefs, on lui reproche d'avoir, et alors ça c'est assez incroyable, non seulement prescrit des traitements non éprouvés, bon ça d'accord, on a bien compris de quoi on parlait a priori, c'est pas la peine de faire un dessin, mais ça pose un premier problème, c'est on lui reproche d'avoir prescrit le traitement ou d'avoir promu le traitement. C'est pas la même chose. Est-ce qu'il l'a prescrit, c'est-à-dire qu'il a fait une ordonnance, et s'il a fait une ordonnance, bah, il me faut l'ordonnance, ou est-ce qu'il a promu le traitement, auquel cas c'est un autre grief et je veux bien en parler. Mm. Mais sur la prescription, si on lui reproche une prescription, il faut une ordonnance. Mettez-moi une ordonnance. Et là, on me dit, c'est à lui de prouver qu'il n'a pas prescrit. Non, mais excusez-moi, mais moi, je veux bien qu'on ait abrogé toutes les règles dans ce pays, mais bon, si on ne les a pas toutes abrogées, celle de la présomption d'innocence, elle fait que c'est comme à vous de prouver le grief. Bon. Donc, ensuite, la promotion du traitement. Donc, on a compris que c'est la chloroquine. Et alors là aussi, c'était intéressant. Promotion d'un traitement non éprouvé. Qu'est-ce que ça veut dire non éprouvé? Eh bien, non éprouvé, c'est-à-dire non conforme aux recommandations françaises. Voilà, pour faire simple, c'est ça. Euh, et enfin, dernier grief un peu curieux, qui est arrivé assez tard d'ailleurs, celui-là, on ne l'avait pas vu venir. Il est arrivé quelques jours avant la clôture, une espèce de truc un peu qui s'excite là, où hier ils ont un peu plaidé dessus quand même, qui était le fait de ne pas avoir concouru aux actions du gouvernement sur la gestion de l'épidémie. En gros, presque d'avoir entravé l'action du gouvernement. Ça, c'est les griefs qu'on lui reprochait. Bon, alors on a fait une série de mémoires, j'ai plaidé assez longuement sur la question. Bref. Euh, alors, pour répondre à la question de comment s'articule la défense, en fait, moi, Brice Grazzini était l'avocat habituel, est l'avocat habituel, en fait, de Didier Raoult et probablement de l'IHU. Et moi, on est venu me chercher sur cette partie extrêmement technique, finalement, des chambres disciplinaires, parce qu'en fait, les chambres disciplinaires, il ne faut pas trop vous y aventurer. Quand vous n'avez pas l'habitude, pas trop y aller quand même. C'est une race un peu particulière. C'est un peu comme les chevaux. C'est pas parce qu'effectivement, vous montez à cheval que vous pouvez monter n'importe quel cheval. Et du coup, là, il fallait quand même faire un peu gaffe. Moi, en plus, je les connais. Marseille, je les connaissais pas mal. Bordeaux, j'y suis assez régulièrement. Donc, on a l'habitude de ces juridictions et on sait comment les traiter, en fait, et comment on est traité, surtout. Donc vous, vous Euh, prenez plutôt ce type de dossier, puisque c'est plus votre terrain de jeu. ah oui, oui, complètement. Bah, nous, on a 70% de disciplinaire chez moi. Mm. Pour le coup, on est vraiment, voilà, on a l'habitude d'être devant la Chambre disciplinaire nationale, devant principalement des médecins, voilà.
Après, on a une grosse partie santé publique quand même, et c'est pour ça d'ailleurs que je me retrouve aussi dans l'affaire de la tuberculose, par exemple, où Hmm. j'ai été cité pour cette problématique de la tuberculose. Et donc, Brice Gratini, Et elle, lui, pour a le coup, à intervenu. ce stade, n'est pas du tout il n'y a pas, il y a pas du tout de procédure Non, il y a le parquet qui a d'ouverture été d'une. saisi. Non, le parquet a été saisi. Oui. Et du coup, on va tuer le truc dans l'œuf, puisque moi, lundi, je suis à Marseille justement pour aller voir le parquet et leur balancer les dossiers et leur Ouais. disant, allez-y, tout le monde essai clinique là-dedans. Mais, et en fait, Brice Gradini, lui, intervenait par exemple hier, il intervenait sur l'autre dossier qui était une plainte contre, j'ai oublié son nom, mais contre un membre de l'ordre, en fait, qui avait. Gorincourt. Ouais, Gorincourt, qui avait. C'est assez marrant, parce que Gorincourt prend part aux délibérations contre Raoult. Et puis ensuite, effectivement, vient. Bref, mais bon, c'est Brice Gradini qui s'occupait de ça pour le coup. D'accord. Et il y a un point qui est assez intéressant pour tous ceux qui ne seraient pas autant familiers que vous de ces arcanes judiciaires, administratives, disciplinaires. Didier Raoult a la particularité d'être professeur universitaire, praticien hospitalier, ce qui est un statut hybride entre universitaire et médecin, même si effectivement il est en retraite maintenant de sa partie hospitalière, mais en tout cas au moment où les faits étaient prescrits, enfin au moment où les faits étaient qui lui étaient reprochés ont été commis, il avait ce double statut. Et alors, est-ce que vous pouvez expliquer rapidement comment s'articulent les deux? Parce que la liberté des universitaires est sacrée, entre guillemets, la liberté d'expression, il le rappelle Ouais, régulièrement. alors, Et en c'est fait, compliqué parce que, ouais, en fait, il a trois statuts, enfin, il a deux statuts, ouais, trois. Il est médecin, mais il est pas, il est médecin, mais il est praticien hospitalier, ce qui déjà lui confère une particularité, et par ailleurs professeur d'université. Praticien hospitalier, c'est ce qui fait que, par exemple, la plainte de Limousin, là, le prof de maths de collège, qui est un spécialiste des prescriptions, qui a fait une plainte de 4 pages pour expliquer que ce n'est pas comme ça qu'il fallait prescrire. Le mec, il fait les équations du premier degré, mais effectivement, il explique comment il faut prescrire une molécule, c'est pas grave. Deuxièmement, la plainte de la SPILF, sur laquelle je reviendrai, parce qu'il y a un truc intéressant, eh bien, ces deux-là n'étaient pas recevables, en fait, puisque en tant que praticien hospitalier, il n'y avait que un certain nombre d'instances, parmi lesquelles l'ordre qui pouvait le poursuivre. C'est pour ça hier qu'il n'y avait pas la SPILF et qu'il n'y avait pas Limousin qui était là, Dieu soit loué. Encore que, ça aurait pu être marrant. Mais un prof de maths de collège face à Didier Raoult, dommage, finalement, j'aurais presque à le regretter. Déjà. Mais, et donc, effectivement, autre particularité, il est professeur des universités. Or, il y a une tradition, qui est une tradition inscrite dans le droit positif, qui est une tradition de liberté d'expression des universitaires. Alors, c'est là où je vous disais que c'est important, parce que je l'ai plaidé d'ailleurs en disant, mais vous comprenez bien, on me dit non, c'est pas en tant qu'universitaire. Pas du tout. Mais dites-moi quels propos et je vous dirai si c'est pas en tant qu'universitaire. Mais si vous ne me donnez pas les propos que vous lui reprochez, je ne suis pas en mesure de pouvoir vous dire si c'est universitaire ou pas. Et a priori, je suis obligé de vous opposer mon statut universitaire. Peut-être que si vous me donnez les propos, je vous dirai, ah bah oui, effectivement, en tant que praticien hospitalier, il a parlé et pas en tant qu'universitaire. Parce que l'universitaire n'englobe pas tout. mais la Non, jurisprudence indique que les propos qui sont indissociables du statut d'universitaire, même prononcés en tant que médecin, absolument. sont protégés. Alors, comment Oui, on dissocie techniquement? mais alors, justement, Y comment on a-t-il dit vraiment des ceci? propos dissociables? Alors, c'est compliqué parce que la jurisprudence, en fait, euh, sur ce point, il faut reprendre la jurisprudence Joyeux qui était assez favorable sur le plan disciplinaire et que le Conseil d'État a peut-être un peu restreint. En fait, être véritablement, c'est un peu comme le lien avec le service. C'est-à-dire qu'en fait, être, comment je vais dire ça, indissociable, ce qui effectivement se rattache à l'exercice universitaire et généralement à la recherche. Et donc, quand vous êtes dans un cadre universitaire, il y a une présomption effectivement de rattachement. Quand vous sortez du cadre universitaire, c'est tout de suite un peu plus compliqué, mais si effectivement les propos visent, par exemple, à orienter une recherche scientifique, quelle qu'elle soit, en sciences ou en droit, peu importe, en médecine, ce que vous voulez, à orienter effectivement une recherche, eh bien, nous sommes dans un propos qui est alors couvert par l'immunité, en fait. Mais d'où l'importance de bien savoir ce qu'on lui reproche. Ouais. Mais alors justement, est-ce que la chaîne YouTube, la fameuse,
la sulfureuse qui a été au cœur de pas mal des débats à l'audience, visiblement, est-ce qu'elle entre dans ce champ universitaire ou est-ce que Didier Raoult n'a pas dépassé les bornes à ce moment-là de la déontologie en s'exprimant Bah, chaque semaine sur sa chaîne en, YouTube? en fait, la chaîne YouTube de l'IHU, en soi, elle est un peu indifférente. C'est-à-dire que la circonstance que Didier Raoult s'exprime à travers une chaîne YouTube, elle ne le fait pas tomber ipso facto sous le coup de la protection ou de l'autre côté, en fait. C'est un peu indifférent le caractère. Neutre. Si vous avez une chaîne YouTube où finalement vous développez des outils de recherche universitaires, eh bien, vous seriez alors considéré comme universitaire. À l'inverse, si c'est pour insulter tout le monde, par exemple, voilà, bah, effectivement, dans ces cas-là, si c'est pour raconter, je pense à quelqu'un de Bichat, je crois, qui est effectivement une chaîne YouTube qui est plutôt bien faite, ou un médecin légiste, je crois, il raconte un peu ses interventions, etc. Difficile de considérer que c'est universitaire, puisqu'il vient vraiment les mains dans le cambouis, quoi. Il raconte sa journée, il raconte un peu ce qu'il a vécu, ce qui est bien foutu, mais du coup, c'est en tant que médecin qu'il le fait. Mm. Si à l'inverse, vous avez ce type qui est par ailleurs professeur d'université, vous raconte l'évolution de la médecine légale, bon, on pourrait considérer que c'est universitaire. En fait, c'est très difficile à déterminer. C'est souvent du cas par cas, en fait. Après, par exemple, la jurisprudence Gollnisch de la CEDH, elle vous dit que des propos outranciers ne peuvent pas être couverts par l'immunité du service, en fait, Mm. universitaire. Euh, Vous faites référence à Bruno Gollnisch qui avait été poursuivi malgré son ouais, statut de professeur d'université absolument. pour des propos politiques qui n'entraient pas dans le cadre de son activité d'enseignement. C'est ça, c'est ça. Ici, c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur le fait de dire vraiment, je veux dire, en tout objet, d'ailleurs, tout le monde l'a vu comme une manœuvre, enfin tout le monde, évidemment, c'est bonne guerre. Les adversaires l'ont vu comme une manœuvre. Je dis, mais vous êtes un peu gonflé de dire ça. Je vous l'ai écrit 4 fois dans les mémoires. Citez-moi ce que vous lui reprochez, vous aviez qu'à le faire. Mm. Je veux dire, à un moment donné, c'est quand même dingue. J'ai une procédure écrite. Je vous dis, je ne comprends pas ce que vous me dites. Dites-moi quels sont les propos et je vous dirai, moi, tant que vous ne me les avez pas donnés, je considère qu'effectivement, vous n'apportez pas la preuve. Parce qu'il y a quand même un élément, c'est que pour moi, et c'est très clair, la communication du médecin, elle est couverte par l'immunité du médecin, du PUPH en tout cas, du professeur d'université. Hein, il y a une présomption, quand il s'adresse au public en tant que professeur, bon, bah, il y a une présomption de professoralité, si je puis dire, Ouais, comme ça. Bien. Mais ça ne veut pas dire que c'est le cas. Hein. Ça ouais. ne veut toujours pas dire que c'est le cas. Ça veut dire, dites-moi ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, à l'audience, ils ont été incapables de citer le moindre propos. Mm. Et la réponse était, vous savez bien, non mais attendez, on va se mettre d'accord. Moi, je ne sais rien. Hein. Ici, on fait du droit. Vous l'avez dit en entrant, vous avez dit en entrant, on fait du droit. Et bien alors moi, je vous prends au mot en faisant du droit. Mm. Mais en droit, je n'ai pas à savoir. C'était assez curieux, ce propos. Mais vous savez bien. Ah non, moi, je ne sais rien. Moi. Ouais. On lui faisait une espèce de prix de gros, on lui reprochait l'ensemble de son œuvre sans pouvoir rentrer dans les détails en justifiant de tels Mais points en particulier. C'est bien ça. oui, c'est ça. C'était ça. Je veux dire, mais on a trouvé le même problème, si vous voulez, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la prescription. Oui. Et à un moment donné, l'adversaire se lève et dit, mais prescription, promotion, c'est la même chose. Excusez-moi, mais bon voilà, à un moment donné, si on n'a plus de précision scientifique, on n'a plus de précision juridique, ok, bah, c'est terminé. Dans ces cas-là, on a tous effectivement notre verre de bière à la main, on va tous prendre un café, prendre une bière dans un café, mais c'est plus une société, ça. Ouais. Mais est-ce que la chambre disciplinaire a les armes pour s'attaquer à un tel chantier parce que la production médiatique et universitaire et scientifique de Didier Raoult depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi, en tout cas le sujet du Covid, mais c'était le cas sans doute avant, mais a été particulièrement abondante. C'est très difficile ensuite d'aller tout scanner pour récapituler de Ah oui, façon très précise. oui, mais regardez. Alors, je vais vous dire un truc. C'est le même problème que la diffamation, ça. Moi, j'ai des dossiers chez moi de diffamation. Ouais. J'en ai là contre un PUPH, justement. Euh, Et justement, en diffamation, la charge de la preuve est inversée. Tout à fait, mais il y a un élément dans la diffamation qui est intéressant, c'est que vous devez, à peine de nullité, venir préciser les propos que vous reprochez finalement à votre adversaire. D'accord. Vous devez avoir une Et ensuite, c'est précision. à lui de prouver sa bonne foi. Voilà. Bon. Mais Ou, à ou la l'inverse, réalité des propos tenus. c'est l'exception veritatis ou l'exception de bonne foi. Mais à l'inverse, au départ, vous devez, on n'a pas à chercher, en fait, on n'a pas à déduire ce D'accord. que vous voulez dire. C'est à vous de venir précisément scanner, précisément pour prendre votre expression, les propos que vous lui reprochez.
Hmm. Si vous ne le scannez pas, moi, je n'ai pas à me défendre en disant, Enfin, je crois que vous voulez dire que j'ai dit ça, machin. Je n'ai pas à ouais. faire ça. Et bien, c'est un peu pareil, en fait, là. Pour une raison assez simple, le Conseil d'État avait dégagé, ça a été un débat, c'est là où ça nécessite de connaître un peu la Chambre, parce qu'on confond plein de notions. Euh, la Chambre disciplinaire, c'est quand je dis que c'est une race à part, ce que je voulais dire, c'est que l'histoire des chevaux est un bon exemple. Quand vous montez un seul français ou montez un quarter, vous allez voir, c'est pas la même chose. C'est pas le même problème. Ici, tout le monde a tendance à penser que la Chambre disciplinaire, elle est saisie d'une plainte. Ouais. En fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. La jurisprudence vous dit qu'elle est saisie d'un comportement professionnel. Hmm. Ce qui veut dire que, en fait, ça peut être évolutif. Et que j'ai pas besoin, c'est pas parce qu'un grief n'est pas visé dans une plainte qu'il n'est pas examinable par la juridiction. Mais encore faut-il que je sache lequel c'est. Hmm. Et tant et si bien que, par exemple, imaginons qu'à l'audience hier, tout à coup, par une espèce d'état de grâce, on me dit le 15 mars 2020, il a dit ceci à 15h25, eh bien, alors la Chambre aurait dû renvoyer l'affaire pour me permettre d'y répondre. Hmm. Vous voyez. Mais ici, ce n'est pas ce qui a été fait, puisqu'on n'a pas été capable de me Ouais. donner les Mais, propos qui ont été. mais malgré tout, ce caractère brumeux des griefs, il y a eu quand même des reproches qui ont été formulés sur des points précis, dont certains, vous disiez, ont été assez intéressants parce que c'est des questions auxquelles Didier Raoult n'avait pas eu l'occasion forcément de répondre, ou en tout cas pas avec autant de précision dans Ah, ses oui, diverses interventions médiatiques. c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est assez amusant, j'ouvre une parenthèse et je la referme chez Didier Raoult, euh, il a été bon. Hein. Vraiment, il a été bon, quoi. J'ai tweeté d'ailleurs hier en audience, il est presque meilleur que moi. Mais j'ai Il a rien même de dit que preuve. vous aviez été bon. Il a même dit que j'ai été bon. Je suis honoré. Ah non, mais il a vraiment été bon pour le coup. C'était assez impressionnant. Et du coup, heureusement qu'il a parlé après moi et pas avant, sinon j'aurais plus rien à dire. Euh, mais le fait est que, non, ce qui était intéressant, et la parenthèse que je voulais ouvrir, elle est celle-ci, c'est dommage qu'il ne s'explique pas plus souvent devant ses pairs, finalement. Hmm. Parce qu'il a une précision de pensée qui est absolument phénoménale. Et il a emmené tout un tas d'éléments bibliographiques qu'il citait à chaque fois, qu'il ouvrait, quasiment, il était prêt à distribuer comme des bonbons. Et, avec cet élément, j'ai beaucoup aimé cette expression, parce que je me souviens avoir eu la même, quand il dit ne me croyez pas. Hmm. Il dit c'est les autres qui demandent à être crus. Moi, je ne demande pas à être cru. C'est intéressant. Et moi, tout ce que je dis, je le prouve. Et de fait, on a eu un Didier Raoult euh, qui s'est beaucoup expliqué sur la chloroquine, son mécanisme d'action, pourquoi elle marchait, quelles étaient les études qui disaient qu'elle ne marchait pas et quels étaient les problèmes de ces études. Il a effectivement beaucoup expliqué comment en Afrique on a traité le Covid, et vraiment beaucoup, avec des études, avec des éléments. Il a expliqué ce que eux ont constaté sur les charges virales des patients. Il a expliqué que la chloroquine n'était pas une baguette magique, qu'il y a 80% des patients à peine, en gros, qui en ont reçu, mais il y a 20% des patients qui ne l'ont pas reçu et qui ont guéri quand même parce qu'on les a aidés et on les a accompagnés avec de l'azithromycine, avec du zinc, avec de la vitamine D, avec de l'oxygène. Que Et avec voilà, de l'humain aussi. On écoute. avec de l'humain, oui, beaucoup d'humain. Alors ça, je vais vous dire, ça c'est intéressant ce que vous dites. Hier, j'ai vraiment découvert, vous parliez de PUPH tout à l'heure. Eh bien, je vais vous dire, hier, j'ai vraiment vu les deux facettes du personnage. Hmm. Hier, tantôt, on a eu affaire au professeur des universités, type un peu, presque une caricature parfois, mais une Le belle mandarin caricature, à la française. mandarin qui vient raconter, qui vient expliquer, qu'on écouterait pendant des heures, en fait. Et à la fois, quand il parle des patients, il ne parle pas du patient en général comme un truc, voilà, il parle des gens. Hmm. Et ce que j'ai découvert, non que j'en doutais, mais c'est un aspect sur lequel je n'avais jamais eu vraiment l'occasion de discuter avec lui. On a discuté du dossier, rarement de. Voilà. Euh, hier, il a donné une leçon de médecine quand même Hmm. à ces gens. Et quelque part, c'est paradoxal parce que du coup, il agit en tant que médecin là. Donc, on aurait pu prêter le flanc à la critique en disant, bah, du coup, il n'est plus professeur. Puisqu'il était médecin, et c'est un médecin qui a dit un truc, qui a dit, mais on n'a pas le droit de laisser des patients angoissés tout seuls chez eux. On Ouais. n'a pas le droit. Le rassurer, prendre la main à un patient. Il a dit à un moment, vous ne mesurez pas l'impact
de prendre la main à un patient angoissé. Combien ça aide une guérison. Et là, on a senti toute l'empathie du médecin, en fait. Mm. C'était, Est-ce c'est-à-dire, qu'il ne surjoue pas un peu cette carte-là, sachant que même s'il revendique avoir toujours consulté, son quotidien n'est pas non, non, mais n'est pas je pense pas qu'il majoritairement l'ait, clinique. non, je pense pas qu'il l'ait dit pour lui, en fait. Je pense pas qu'il ait dit je, il n'a jamais dit quand je prends la main d'un patient. Ouais. Il défendait la démarche alors. Il défendait ce que devait être pour lui, enfin ce qu'était pour lui le médecin, en fait. Que pour lui, le médecin, c'est celui qui a toujours une parole rassurante. Mm. Il l'a dit d'ailleurs. Il a dit, en fait, on m'a reproché d'être un rassuriste, mais je revendique être un rassuriste. Ouais. Et là, on lui a à nouveau reproché à l'audience, outre les points que vous avez déjà évoqués, on lui a reproché de ne pas avoir concouru à l'alarmisme général, y compris celui des autorités. Ah, mais absolument, puisqu'on lui a dit qu'il n'a pas concouru finalement à l'action du gouvernement et qu'il a porté un message contradictoire. Mais c'est quoi ce message contradictoire? C'est de dire, vous n'allez pas tous mourir. Et d'ailleurs, l'ordre a commencé par dire, dans cette épreuve terrible, terrifiante que nous avons traversée, le Covid qui est particulièrement grave, dramatique, le professeur Raoult a été le minimisateur. Il y a le nébulisateur et le minimisateur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est intéressant parce que on ne lui pardonne pas, on ne le lui pardonne pas. Mais c'est d'ailleurs, c'est fou comme ça a transparu à l'audience et je m'en étais jamais aperçu en fait. On ne lui pardonne pas, c'est une haine viscérale de ne pas avoir dit non. Cette épidémie, elle est grave dans une certaine proportion, mais en même temps, il ne faut pas la surjouer. Vous parliez de surjouer tout à l'heure, il ne faut pas la surjouer, il ne faut pas exagérer sa portée. Il y a lieu d'arrêter de commenter et de prendre en charge les malades. Et quand vous prenez en charge les malades, eh bien vous allez vous apercevoir que tout va mieux. Et il a exactement détaillé ça en parlant de cette tempête cytokinique, en redétaillant le mécanisme de la tempête cytokinique, en disant mais il faut empêcher la tempête cytokinique. Une fois que la tempête cytokinique est arrivée, vous avez fait 80%, vous avez 80% du problème dans les dents, quoi. Mm. Et donc, il faut se débrouiller pour pas qu'elle arrive, cette tempête cytokinique. Et donc, il faut d'abord réoxygéner le patient le plus vite possible, sans attendre qu'il soit à 80. Il dit, nous, on a vu à la PHM des patients qui étaient à 80 encore chez eux, parce que c'était le phénomène de l'hypoxie heureuse. Et on était les premiers à dire, quand vous êtes en dessous de 92, il faut tout de suite réoxygéner. Mm. Il racontait que pour les optiflots, il a menacé la PHM de les acheter sur Alibaba Ouais. parce qu'elle ne voulait pas les acheter. Donc, les optiflots, on rappelle, c'est des appareils d'oxygénation légers, À haute enfin, puissance, oui. qu'on peut utiliser chez soi éventuellement avec quelqu'un qui peut vous l'installer, c'est ça? Alors ça, j'en sais rien, ça peut l'utiliser chez soi. Ça, il y a plein de débats là-dessus, puisqu'apparemment, on ne peut pas l'utiliser chez soi. Bon, C'est l'oxygénothérapie qu'on peut faire à d'accord. domicile. En Apparemment, tout le cas, il y a professeur... en tout cas l'oxymètre que Oui. tout le monde Bon. utilise maintenant, qui est recommandé. C'est Quand Didier Raoult en enfin, a parlé, c'était pas du tout recommandé. l'optique, voilà, en fait, si vous voulez, ce que je sais, c'est qu'il y a voilà, à ce niveau-là, il y a vraiment eu des éléments qui, d'ailleurs, pour certains, il y a eu des relais dans la chambre, hein, Hmm. euh, qui étaient intéressants. En cela, c'était une audience intéressante. Et vous dites que malgré ce qu'on a dit la Chambre, c'était quand même au fond une affaire un peu personnelle. Mais C'est le sentiment forcément, que vous avez eu? il y a un truc qui ne trompe pas. C'est que ça a été plaidé 4 fois. L'ordre, j'ai compté 4 fois en plaidant, a dit ça n'est pas une affaire personnelle. Ce qui m'a valu de dire c'est tellement répété que du coup, D'où le voilà, louche. c'est un truc louche là-dedans. Mais j'ai dit un truc que je ne comprends pas. C'est pas une affaire personnelle. Ok, 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 ok. Alors résumons. Au départ, il y a 3 médecins qui sont visés par une plainte. Didier Raoult, Philippe Broucky et Parola. Philippe Parola. Philippe Parola. Les 3 sont convoqués à l'ordre pour s'expliquer. Les 3 disent la même chose. La chloroquine, ça marche. Et les vidéos, on continuera d'en faire. Autre question. Il y en a un qui est poursuivi à la fin, c'est Didier Raoult. Vous m'expliquez pourquoi? L'envergure des polémiques auxquelles il a été mêlé
est plus grande. Donc c'est un problème personnel alors. Donc ça n'est plus un problème. Donc ça n'est plus un problème de donner acquis isolation, tout ce que vous voulez. Si je ne suis pas Didier Raoult, j'ai le droit de prescrire de la chloroquine. On Philippe peut Parola considérer a le droit. que du fait de sa position, c'est lui qui est le chef de l'IHU, malgré tout, le directeur. Non, mais vous comprenez bien que ce n'est pas cohérent. Hmm. Il y a un groupe de médecins contre lesquels on dépose une plainte. Ils ont tous commis les mêmes faits. C'est comme si vous disiez, j'ai 3 personnes qui ont commis un délit pénal, mais je vais en poursuivre qu'un sur les 3 et je vais laisser les autres continuer à commettre le délit. Ça ne tient pas, cette histoire. Et qui plus est, je vais poursuivre le type dont on sait que de toute façon, il s'en fout, il l'a dit hier à l'audience, ça n'a aucun impact sur lui, la décision, puisque finalement, il est plus PH. Oui. Donc, Oui. ce qui m'a valu de dire, attention, parce que ce qu'on vous demande, c'est de faire un exemple. Or, je n'aime rien de moins que la justice qui fait des exemples. La justice, elle ne rend pas, elle ne fait pas des exemples, elle ne rend même pas des jugements, elle rend la justice. Dans cette enceinte, est-ce que vous rendez des jugements, est-ce que vous rendez la justice? C'est une question importante. Mais en tout cas, une justice de l'exemple, j'aime pas ça. Et du coup, je m'interroge, pourquoi Didier Raoult? C'est bien la preuve que finalement, on n'a pas voulu qu'il y ait 3 personnes à la barre, parce que s'il y avait eu 3 personnes à la barre, eh bien, il y aurait eu 3 fois plus de défense. Et il fallait faire un exemple. Et il fallait effectivement, quand vous pensez que le Conseil national de l'ordre attaque Didier Raoult, on ne sait pas pourquoi finalement. Le Conseil départemental avait déjà déposé plainte. Et qui plus est, on l'apprend par un communiqué de presse. Ce n'est pas un problème personnel? Donc c'est bien un problème personnel, c'est un problème politique. Et c'est ce que je leur ai dit. Toute la question est de savoir, est-ce que vous voulez rendre une décision politique ou pas? C'est ce qu'il a fallu de leur dire, vous ne mêlez pas de ça, laissez-les entre eux. Oui, vous avez plaidé l'irrecevabilité qui se déclare. J'ai dit, je vous offre une porte royale de sortie. Un, c'est de dire que la plainte n'est pas recevable, et je vous l'ai démontré dans les écritures, parce qu'il y a plusieurs problèmes de régularité formelle. Et 2, vous pourriez parfaitement venir dire que fondamentalement, puisqu'on ne sait pas quels propos lui sont reprochés et que, en fait, tout ça n'a pas vraiment d'articulation, vous venez utiliser d'un côté l'irrecevabilité, de l'autre son statut de PU, enfin de professeur d'université, et fini, et terminé, et débrouillez-vous entre vous. Mais ne soyez pas la juridiction qui viendra être le juge de la bonne qualité ou de la mauvaise qualité des données de la science. Ne soyez pas le juge, je leur ai dit, qui ouvrira la boîte de Pandore des poursuites, parce que si Didier Raoult est poursuivi et condamné, alors eh bien, nous n'aurons pas d'autre choix que poursuivre tous les médecins qui s'exprimeront et tous ceux qui feront la promotion d'un traitement. Et on va envahir les juridictions. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Est-ce qu'on veut limiter la liberté d'expression du médecin? Jusque-là. Si le Conseil national avait eu un minimum de bon sens, je leur ai dit, il aurait alors pris le soin de communiquer. Lui, la vérité, c'est qu'il n'a rien fait, n'a rien dit, était aux abonnés absents. Et quand il se réveille, il faut poursuivre Raoult. C'est invraisemblable. Ouais. Dans cette histoire des vaccinations des 5-11 ans, il y a 5000 enfants qui ont été vaccinés, on ne sait pas dans quel cadre. Ça n'a absolument pas interpellé l'Ordre national des médecins. On peut quand même se demander pourquoi. Or, donc s'ils l'ont été, c'est hors autorisation de mise sur le marché. D'ailleurs, à un moment donné, il y a eu toute cette histoire, on leur rapprochait les études en double aveugle, machin. Je dis, mais enfin, de quoi vous me parlez? De quoi vous me parlez? Quel est le problème? Alors, les études en double aveugle, j'ai interpellé la Chambre sur un truc un peu précis. 2 trucs, en disant, combien d'études en double aveugle pour la vaccination des 5-11 ans? Aucune. Pourtant, on accepte l'idée qu'on les vaccine. Bon, d'accord. Ça, c'est le camp du bien. OK. Le tabac dans le cancer du poumon. Est-ce que vous seriez tous d'accord, ici en tant que médecin, pour dire que le tabac est un facteur favorisant du cancer du poumon? Évidemment, tout le monde répond oui. Est-ce que vous savez combien d'études en double aveugle viennent montrer l'incidence du tabac dans le cancer du poumon? Eh bien, je vous le donne. Pas une seule. Oui, mais parce qu'il a été acquis que c'était le cas avant que les études randomisées en double aveugle deviennent un standard impératif. Pourtant, on ne l'a pas fait confirmer par les études randomisées double aveugle. C'est vrai. Si ça se trouve, ça n'a aucun lien. C'est ce que je leur ai dit. Donc, est-ce que vous avez conseillé aux patients de fumer? C'est une question intéressante. De la même façon, combien d'études en double aveugle ont montré l'efficacité du parachute pour sauter d'un avion? C'est une image que Didier Raoult avait utilisée au tout début de la pandémie quand il combattait déjà ce dogme devenu inopérant, disait-il, dans une période épidémique pleine d'incertitudes. Mais alors, figurez-vous que ce qui est très drôle, c'est que Santé publique France
interrogé là-dessus, vous dit exactement ça, et je l'ai cité hier à la barre, j'ai lu. En période épidémique, le RAMM doit être conçu finalement plus largement et on peut concevoir l'idée qu'on essaye des traitements machin. Vous voulez quoi alors? Je dis parce qu'il n'y a que deux options. Moi, est-ce qu'on a eu raison de vacciner les 5-11 ans? J'en sais rien. Mais je présume qu'effectivement, si on l'a fait, c'est qu'on a estimé que c'est nécessaire pour les patients. Alors, pour l'instant, ça a été fait quand même sur quelques centaines ou 2000, il me semble. 5000. 5000, pardon, excusez-moi. Donc, ça reste quelques centaines. Mais c'est pas encore une vaccination de masse, donc c'est quand même à la demande, on imagine, des parents ou pour des enfants peut-être Bah, très à et risque. alors? Et alors? Et alors? Ce qui fait la vérité scientifique, c'est le nombre. Je le dis différemment. Mm. J'ai le droit de prescrire ORAMM à un patient? À combien? 1000 patients? 5000 patients? Je m'arrête à combien? À quel moment ça devient un problème? Mm. À quel moment on tombe dans l'essai clinique déguisé? C'est une question intéressante. On me reproche d'avoir. Mais je sais pas, moi, je me suis bête et méchant. Hein. On me réclame, je suis pas méchant, mais on me réclame effectivement on me réclame de venir, on me réclame, on me dit, on me reproche une prescription hors AMM. Elle est validée par personne. Ok, d'accord. Et alors donc la vaccination des 5-11 ans, elle est validée par qui? Mais c'est pareil, parce Mais que l'un ne finalement, justifie pas l'autre. C'est pas parce que c'est pas parce qu'il y en a. Vous pouvez pas justifier un mal par un autre mal. non, mais je note que les 5-11 ans, tout le monde le justifie comme un bien. Oui, d'accord. Puisque la preuve, personne n'a été poursuivi, et que, je ne sais pas, même sur Twitter, on vient effectivement. Voilà. D'ailleurs, c'est intéressant Twitter, parce que je l'ai plaidé ça à un moment donné, quand j'ai repris la parole. Ça a été une petite passe d'armes. La seule passe d'armes qu'on ait eue, c'est que le président était en train de mettre l'affaire en délibéré et il ne voulait pas me redonner la parole. J'ai gentiment expliqué que la défense avait la parole en dernier, et que donc j'étais libre de prendre la parole quand je voulais. Et j'ai dit, attendez, Et en théorie, on peut même pas vous interrompre. en théorie. Le Euh, rêve pour vous, ça. C'est pour ça que vous avez choisi ce métier. C'est exactement ça. Alors, je vais vous dire, c'est pas une science exacte. Hein. C'est pas une science exacte, mais c'est en théorie. Mais la petite histoire, c'est que euh, je leur ai dit, mais enfin, c'est une blague cette histoire. On vous emmerde avec la chaîne de l'IHU. Mais allez voir sur Twitter ce que font les tenanciers du camp du bien. Mm. Ils nous balancent tout un tas d'études que personne ne sait lire et qu'ils commentent à leur sauce. Qui parfois sont de simples communiqués de presse des fabricants aussi, qui sont pas. Bien sûr, je l'ai dit, qui parfois ne sont rien, même pas des études en fait. Mm. Je veux dire, et pourtant, ça pose aucun problème. Donc, si vous voulez mettre le doigt dans l'engrenage de la communication publique du médecin en temps de crise, eh ben, je vous souhaite bien du plaisir. Ouais. Donc, vous l'avez bien compris, vous avez essayé de mettre le Conseil de l'ordre face au risque d'ouvrir une boîte de Pandore Ah, clairement. où vous l'avez mis en demeure d'assumer d'être une justice politique en quelque sorte. C'est pour ça d'ailleurs que si on a, c'est ce que je disais, moi, un avertissement dans un dossier comme ça, il faut voir la motivation de la décision, mais je dirais à Didier Raoult de faire appel, même si, de toute Ouais. façon, finalement, il s'en fout. Même si, entre guillemets, il s'en tirait bien avec un simple avertissement. Il s'en fout, je veux dire. Et puis, ça ne lui coûte rien. Mm. Cette histoire. Moi, j'y gagne rien, je m'en fous. Mais pour le principe, j'ai pas envie de figer la jurisprudence pour les 15 ans qui viennent. Quoi. Ouais. Et pour ceux qui s'interrogent ou qui s'inquiètent, quel est le maximum dont ils puissent écoper Alors, en théorie, c'est la radiation, Mm. puisque en fait, vous n'avez pas vraiment d'échelle de peine en disciplinaire. Le disciplinaire, c'est pas comme au pénal, si vous avez trafic de drogue, c'est tant, Ouais. viol, c'est tant. Non, en disciplinaire, vous avez une échelle de peine qui va de l'avertissement à la radiation. Ouais. Il y a une échelle, mais il n'y a pas vraiment de barème en fait. Enfin, ouais. Non, alors ça, et puis je vais même vous dire, c'est tellement. Alors en première instance, c'est disciplinairement, c'est chambre disciplinaire dépendant. Ouais. Bordeaux, ils ont changé de président il y a maintenant un moment, un petit moment. L'ancien président, c'était plus facile de savoir. L'ancien président, c'était plus facile d'être un peu prédictif, en fait. Mm. Avec celui-là, il vous fait des coups de temps en temps. Il est très simple. L'autre était très marrant d'ailleurs. L'autre était vraiment très con en audience, mais vraiment très très con. Il pouvait vous malmener assez violemment, mais il Vous rendait le des dites maintenant décisions. que ça ne vous coûte plus rien de le dire. Hein. Vous le dites maintenant que ça vous risquez plus rien à le dire. Non, non, parce que c'est pas celui-là, l'ancien que moi j'avais bien connu. Il était très difficile, très. Je veux dire, quand vous preniez la parole sans y être autorisé, vous pouvez vous faire allumer. Enfin, c'était assez violent les audiences. Alors que lui, là, celui qui était là hier, est plus débonnaire, plus gentil, plus sympa.
mais de temps en temps, il vous rend des décisions, on dit, mais il a pigé de quoi on parlait. Mm. Et, pas tout le temps. Mais donc, c'est pour ça que c'est parfois inquiétant. Ouais. Et un dernier point, juste sur l'audience même, vous avez insisté fortement sur le fait que les représentants, les plaignants, en fait, n'étaient même pas là. Ça, c'est quand même, pour moi, le scandale du scandale. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, on reproche à Didier Raoult d'être condescendant. Et ça aussi, c'est marrant. On lui a reproché d'être condescendant et de ne pas discuter avec ses pairs. C'est un reproche, ça. Mais c'est quoi le reproche? Si j'ai pas envie de discuter avec des médecins, je ne discute pas avec des médecins. Maintenant, on va m'obliger à discuter avec des médecins. Enfin, c'est quand même incroyable. Je suis poursuivi déontologiquement pour ne pas avoir voulu discuter avec des médecins. On dit, mais devant la commission d'enquête sénatoriale, il n'a pas voulu discuter avec des médecins. Alors, à titre personnel, ça n'engage que moi. Je pense qu'il a eu tort, mais on s'en fout. Qu'est-ce qu'il veut, Mm. le garçon? En quoi ça constitue une faute déontologique? Mais je discute On avec peut qui je veux. penser que la discussion fait partie de la confraternité qui est prévue par. Non, mais attendez, discussion fait partie de la confraternité. La confraternité, je veux dire, c'est pas de discuter dans une enceinte sénatoriale avec des gens avec qui j'ai pas envie de discuter. Là, je suis désolé. La confraternité, c'est pas de discuter. Enfin, et alors, si demain matin. Donc, je suis obligé de discuter avec les médecins. Tous Mm. les médecins. J'ai le droit de dire non. Donc, on va examiner les motifs ensuite. Vous voyez bien s'il y a un travers au bout d'un moment. En C'est plus, que donc, on discuter, va ça aller veut rien examiner. dire parce que ce qui compte, c'est comment on discute. Ah, c'est ça. C'est quoi? Et puis, il a refusé quelle proposition? Qui lui a fait des propositions? Est-ce qu'on a. D'ailleurs, il l'a dit, il a eu un débat en 2019 avec Dominique Costegliola, apparemment. Je veux dire, bon, est-ce qu'elle lui a proposé de rediscuter? Bah, Rien. il me semble que c'était même début 2020 sur la chaîne de l'IHU où elle était invitée, ou fin 2019, au jeudi de l'IHU, et il y a une discussion entre les deux courtoises sur leur désaccord scientifique. Bah, voilà, bon, donc j'espère qu'il a eu un bon point et une sucette pour ça. Euh, mais non, moi j'ai insisté sur quand même, non, mais bah, c'est quand même un minimum. Enfin, ceci dit, c'est la première fois que je vois ça, hein. Les Chez gens les ne soient médecins, pas là à l'audience? ouais, chez les dentistes, c'est un peu plus fréquent. En toute honnêteté, c'est un peu plus fréquent. Mais chez les médecins, d'habitude, quand même, en première instance au moins, le représentant de l'ordre est là. Ouais, Je me souviens pas. Alors, c'est pas une obligation, hein, mais plus l'affaire quand même est un peu sensible, plus le représentant de l'ordre aime bien être là. ouais. Mais ici, la présidente de l'ordre, en fait, c'était compliqué qu'elle vienne. Pour une raison assez simple, c'est qu'elle s'est abstenue dans les poursuites. Mm. Donc, elle n'était pas super favorable aux poursuites. Remarquez, il y en avait un, de représentant de l'ordre, je dis ça, puisqu'il était là pour l'audience d'après. Vous êtes Euh, taquin. c'est- euh, mais le truc, c'est que ça, pour le coup, et ça a été relevé par un des membres de la juridiction quand même. Du Ouais, coup, je me suis engouffré dans la brèche, c'est de bonne guerre. bien sûr. Euh, qui a dit, mais parce qu'à un moment donné, il y a l'avocat qui dit, on lui pose une question, et l'avocat dit, ah ben, je ne sais pas, il faudrait la poser à mes clients. Et là, évidemment, je me lève en disant, mais comme ils ne sont pas là, c'est compliqué. C'était Euh, du gâteau pour vous. dommage qu'ils n'aient pas été là, en effet. Parce Mm. que moi aussi, j'avais quelques questions à leur poser. Euh, mais c'est le point, à mon avis, qui quand même fait ses défauts Ouais, et qui d'accord. pourrait faire pencher la balance. Et alors, sur la tonalité générale de l'audience, on vous a vu arriver devant la cour d'appel en indiquant aux manifestants qui étaient là, aux personnes qui étaient venues exprimer leur soutien au professeur Raoult, qu'il faudrait se calmer une fois à l'intérieur, qu'on n'était pas Ah oui. dans un stade et que voilà, on voulait faire du droit et non pas du passionnel, que c'était une discussion de pair à pair et qu'il faudrait prendre le temps dans une atmosphère sereine. Et puis alors, à la sortie, vous avez tweeté à Kim Jong-un, enfin même pas à la sortie, pendant l'audience, vous avez, à la suite de Oui, votre mais plaidoirie, c'est très différent, si vous voulez. vous n'avez pas abandonné en route vos bonnes résolutions Non, pas du tout. Mais non, pas de du tout. calme Pas et du tout. de Ah, mais pas du modération. tout. Ah, mais pas du tout. Alors, si vous voulez, il faut. C'est intéressant ce que vous dites, parce que il y a quand même deux aspects, hein. Ok, d'accord, je suis un personnage public. Ok, quand je prends la parole dans les manifs, quand je prends la parole dans mes lives, il y a une tonalité générale qui est la mienne. Mm, Quand je suis en audience, je suis en audience. mm, J'ai un profond respect de l'institution judiciaire qui fait que, je veux dire, jamais je ne me ferai prendre en défaut sur ma façon
de gérer une audience. C'est Mm. parfois vif, c'est vif, parfois ça peut, voilà, hein, le ton peut monter assez vite, parce que c'est une défense, c'est un combat au couteau, une audience, hein, et plus Mm. particulièrement une audience disciplinaire où c'est un peu nébuleux parfois, et une audience pénale de la santé. Les confrères pénalistes, hein, vous le disent, les confrères pénalistes vous disent, c'est un combat de rue, hein, Mm. une audience, quelqu'un un peu feutré, machin, rien du tout. On essaye de vous entraîner sur le côté feutré, mais en fait, c'est un combat de rue. Euh, mais cependant, ça reste toujours hier, par exemple, ça s'est merveilleusement passé. On a Mm. eu une audience où il n'y avait rien à dire. C'est-à-dire qu'on a été respecté, vraiment. Je veux dire, Mm. c'est même, j'aimerais avoir plus d'affaires comme ça. C'est-à-dire qu'on a eu le temps de s'exprimer. Une audience qui a duré 3 heures et demie. En toute honnêteté, je fais ce métier depuis 20 ans et des affaires disciplinaires, j'en ai au compteur un nombre incalculable. J'ai jamais vu une audience disciplinaire durer 3 heures et demie, hein. Mm. 3 heures et demie, c'est une audience correctionnelle qui dure 3 heures et demie. Ouais. Et encore. Et encore, voire Et d'assises. encore. Non, assises. Yeah. Yeah. Oui, c'est pas complètement faux. Vous avez certaines assises, peut-être, non, parce que c'est plus gros, mais Ouais. moi, affaires d'assises qui ont duré 2 jours, mais pour le coup, en correctionnel, j'ai eu des affaires qui ont duré 4 heures, Mm. des grosses affaires. Commence à 13 heures, voilà, à 17 heures. Mais là, Didier Raoult s'est exprimé 1 heure, quoi. Mm. On lui a laissé le temps. Et, et d'ailleurs, à un moment donné, il s'est excusé d'être un peu long. Il a été immédiatement repris. Il dit, non, 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 mais on a le temps. On a le temps. C'est important de comprendre. Alors, du coup, je ne sais pas si. Alors, ça s'est très bien passé, mais je me méfie quand ça se passe bien comme ça. En général, le vieux baroudeur que je suis de la procédure fait qu'en général, c'est pour mieux vous entourlouper après. Déjà, vous sortez de là confiant en disant putain, ils sont vraiment sympas. Ils vous rendent une décision de merde. Et là, ah, ok, d'accord. En fait, ils ont vraiment. Voilà. Mm. Mais c'est déjà pas mal. Au moins, on a pu s'expliquer. Ouais. Euh, Et Mais un c'est vrai que autre. mon inquiétude, pour être tout à fait complet, je ne voulais pas, parce qu'il y a eu quelques rumeurs qui ont circulé sur le fait que finalement, certains voulaient faire un peu de chahut dans la salle d'audience. Et ça, il fallait surtout pas faire ça. Ouais. Ouais. Et donc, vous n'avez pas Euh, l'impression d'avoir ensuite lâché lâché les rênes parce que il y a eu un autre point qui a pu surprendre, c'est quand Didier Raoult a mentionné qu'il était toujours en contact avec Emmanuel Macron et que ce dernier lui avait même demandé une ouais, réflexion, une mission ou un rapport, peut-être, je ne sais pas le terme exact, sur le repositionnement des molécules, qui est un de ses chevaux de bataille. Euh, Évidemment, c'est un atout dans la tactique judiciaire de mentionner ce point en disant qu'il n'est pas totalement en marge des instances publiques. Mais est-ce que c'était vraiment opportun de le mettre autant en avant? mais après, il est libre de sa défense, hein. Je veux dire, Est-ce que c'est en accord avec vous alors? ah, moi, je n'étais pas au courant, Ah, donc il hein. vous a surpris là-dessus. Alors, je vais vous dire un truc, hein. Je commence à bien connaître Didier Raoult. C'est pour ça que d'habitude, je prends beaucoup de temps pour préparer les audiences avec mes clients, les briefer, leur dire ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Ici, non, c'est pas la peine. Euh, c'est pas la peine. J'avais vu ça d'ailleurs avec, avec Greg Chabrière. Je disais, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Didier Raoult dira ce qu'il. D'ailleurs, c'était un peu notre inquiétude. On s'est téléphoné la veille avec Brice Grazzini, qui je m'entends bien. On s'était téléphoné. Je lui dis, en fait, je suis à la fois super content qu'ils viennent, parce qu'il y a eu des rumeurs, c'est important qu'ils viennent, c'est bien qu'ils soient là, et en même temps, c'est mon inquiétude. Un peu inquiet. Euh, parce que je ne sais pas ce qu'il va dire, et que je sais que de temps en temps, il peut être... disons qu'il ne faut pas trop l'énerver. Hmm. Voilà. Et Didier Raoult Et n'est pas homme à se laisser non, dire ce qu'il doit dire. voilà. Et qu'en audience, ça peut... voilà. Mais Hmm. pour le coup, il s'est montré comme quoi c'est un homme vraiment intelligent, quoi. Hmm. Parce qu'il sait très bien à qui il a affaire et à comment il faut parler aux gens. Hmm. Mais le coup de l'Élysée, c'est un peu. J'étais en train de m'endormir. À un moment, j'étais en train de m'endormir, j'exagère, mais j'étais en train de penser à autre chose pour le coup, parce que c'est quand même long, hein, d'avoir. Surtout que Hmm. moi, je connaissais une partie de l'histoire quand même qui racontait. Euh, je veux dire, et donc, au bout d'un moment, j'entends Emmanuel Macron me commande, machin. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il parle d'Emmanuel Macron, Je veux dire, et du coup, ça m'a permis de plaider. Après, j'ai repris ça Hmm. en disant, mais bon, alors c'est peut-être la seule fois où je le dirai, mais vous voyez qu'il est intelligent, Emmanuel Macron.
Je dis voilà, mais après, dites pas que je vous l'ai dit, hein. Et, mais vous voyez qu'effectivement, bon, concrètement, ce que je ne comprends pas, c'est comment d'un côté, on peut me dire que ce garçon est un charlatan, et de l'autre, un président de la République, qui a un conseil scientifique, qui a un conseil de défense, qui a un ministre de la Santé, ah non, il n'a pas de ministre de la Santé, mais qui a quelqu'un qui fait office qui fait fonction de ministre de la Santé, qui a un directeur de cabinet, qui a un conseiller spécial, j'ai appris qu'il y a un conseiller spécial médecin d'ailleurs, bon, d'accord, je ne sais pas comment il est de conseiller ce garçon, mais et qui téléphone à Didier Raoult, ça ne vous parle pas ça? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Donc on téléphone à un charlatan, ou on a un président qui est un imbécile, et je ne saurais le croire, ou effectivement, on a affaire à quelque chose qui ne va pas dans l'histoire là. Vous ne croyez pas que ça peut énerver encore plus ceux ceux qui sont insupportés par le caractère euh, personnalisé Mais de moi, je veux dire, c'est quand même un dossier élément de Raoult? réponse. Je veux dire, mais c'est une question. Je dis, moi, je ne vous dis pas, d'ailleurs, contrairement à ce que certains abrutis sur Twitter, on peut penser, je n'ai pas dit qu'effectivement, ça nécessitait qu'on ne le poursuive pas. Je dis, Ouais, ouais. je m'en étonne. En ce que comment est-ce Comme que. un élément au dossier en plus, quoi, vous avez ajouté. Ah oui, c'est comme. Mais je m'en étonne. Je le Hmm. découvre. Alors, je le découvre à l'audience, passage. Et, et comment est-ce qu'effectivement. Voilà. Et il y a un truc qui est ressorti de l'audience qui m'a beaucoup. Que j'ai compris. En fait, en fait, ce qui est amusant, cette audience, c'est que c'est un peu un condensé de ce qu'on a vécu pendant un an et demi. Il y a une espèce de. Un peu. C'est un peu, on a des épisodes et tout à coup, si vous n'étiez pas là à un épisode, vous avez toute la série en un seul coup, quoi. Vous avez, en fait, Hmm. on a fait un film d'une série plutôt. Et c'est intéressant parce que, par exemple, j'ai vraiment compris un truc hier, ce qu'on ne supporte pas chez Didier Raoult, c'est qu'il parle aux gens. Ouais. Ça, c'est pas possible. Et ça, c'est revenu, mais c'est revenu par la porte, par la fenêtre, par le toit, par le sous-sol. C'est venu plein de fois, ça, dans l'audience. Le fait qu'il s'adresse au public. Et on a bien vu que même dans les questions qui ont été posées par la Chambre, ça a été, paradoxalement, on lui a posé peu de questions sur la chloroquine. Ouais. Assez peu. Mais on lui a posé des questions sur sa chaîne de l'IHU. Ouais. Oui, on y revient, on l'a évoqué tout à l'heure. Ouais. Euh, C'est ça qui est Après, vraiment à. Et donc, du coup, on lui demande, est-ce que vous ne pensez pas que cette chaîne, est-ce qu'elle est vraiment, est-ce que votre rôle, c'est vraiment de parler au public? hmm. Intéressant comme question. Ouais. On lui reproche d'avoir aboli les intermédiaires en fait entre les C'est autorités et ça. les gens. C'est Et, ça. Et c'est très marrant parce qu'il s'avère que moi, alors c'est très drôle, hein, parce qu'en fait, c'est exactement le reproche qu'on est en train de me faire en ce moment. Je sens monter un reproche ordinal là me concernant. Je ouais. sens que ça va être ça le reproche. C'est très Ouais. drôle. Est-ce que Didier Raoult viendra à son tour vous défendre quand vous serez devant votre Conseil de l'ordre? Mais, non, j'ai mieux, moi, j'ai mieux, je dirais, pendant qu'on là. Je leur réserve une surprise. Si jamais je suis poursuivi, j'adorerais être poursuivi. J'adorerais être poursuivi. Parce que je leur réserve quelqu'un que vous connaissez chez François, Massimo Bianchi. Et, Ah, et, un grand nom de droit. un grand nom marseillais en plus. Et, je veux dire, je veux dire, je rêve de l'idée d'être poursuivi et de me faire défendre par Massimo Bianchi. Je veux dire, Vous en rêvez vraiment ou vous faites le fier pour. non, je ne fais pas le fier. Je pense qu'il y a des débats qui doivent se faire. Je pense qu'il y a Hmm, des débats qui doivent avoir lieu. Je veux dire, hmm, vous savez, moi, je suis associé de mon cabinet, et même si je suis poursuivi, pareil que Didier Raoult, je m'en fous. Je veux dire, ça ne va pas changer la face du monde. Je veux hmm. dire, D'ailleurs, mais par contre, au sujet des frais de justice de l'IHU, vous revendiquez depuis le début travailler pro bono, c'est-à-dire sans demander d'honoraires pour l'IHU et pour Didier Raoult. Hier est sorti un article dans Marianne qui indiquait que les frais de justice qui étaient pris en charge par l'IHU de Didier Raoult avaient été approuvés par le conseil d'administration hors du cadre légal prévu. Et on ne sait plus très bien si il a bénéficié de la protection fonctionnelle de l'université d'Aix-Marseille ou pas. Est-ce que c'est une énième tempête dans un verre d'eau dans le feuilleton bah, en des fait, attaques j'en sais contre trop lui? rien à dire vrai. Je suis le moins bien placé pour parler de ça. Ouais, Dans la mesure où, effectivement, moi, j'ai fait le choix de ne pas prendre d'honoraires dans ce dossier, comme dans plein d'autres d'ailleurs. En fait, Didier Raoult, quand il est venu chez moi, j'ai un peu posé les règles en disant ici, vous n'êtes pas professeur des universités ou quoi que ce soit, vous êtes au même titre que tous les gens dans le Covid, vous êtes médecin, quoi. Et donc, j'ai hmm, choisi de mettre gratuitement au service des soignants dans ce Covid et ça ne faisait pas de dérogation pour Didier Raoult. Et en fait, je crois quand même que c'est une tempête dans un verre d'eau, parce que pour le coup, finalement, je ne vois pas très bien pourquoi est-ce qu'il ne bénéficierait pas de la protection fonctionnelle, pour le coup.
Mm. Je ne vois pas pourquoi. Puis si ça a été approuvé, point, quoi. Apparemment, ça a été approuvé sans vote du conseil d'administration dans le bonne et due forme. Mais Si vous voulez, je trouve ça amusant que ce truc-là tombe évidemment le jour oui, où il y a son audience. C'est-à-dire que bon, à un moment donné, je trouve ça marrant. c'est pour ça que c'est Euh, faux. Bah, je ne sais pas si c'est faux, mais je dis que si c'est comme la tuberculose, c'est assez marrant, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est le même problème. Si vous voulez vous balancer un truc et vous obligez toujours l'autre à répondre. Qu'est-ce Mm. que vous voulez qu'il fasse, il dit Raoult. Je vais le dire différemment. Est-ce qu'on peut raisonnablement. J'ai le même problème. Enfin, c'est marrant, mais euh, j'ai le même problème avec un client là, qui est PUPH, où le type, on lui reproche effectivement, la RS lui dit mais il y a des rumeurs sur vous. Il est convoqué à la RS pour dire il y a des rumeurs sur vous. Mais il y en a plein quand même, hein. Regardez, là, il y a quand même effectivement des éléments anonymes qui viennent circuler, qui disent que les éléments anonymes. Je fais comment pour me défendre contre les éléments anonymes, moi? Et puis, si je devais me défendre que chaque fois que quelqu'un m'aime pas, eh j'y passerais ma vie. Et donc, si vous voulez, c'est un piège à con, cette histoire. Parce que qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va répondre. Mais finalement, même s'il répond que c'est pas vrai, admettons qu'il réponde que c'est pas vrai, qu'il Mm. donne les éléments, vous avez le mal est fait. Oui. Vous avez une partie des gens qui ne comprendra pas. Et puis, plus il va se justifier, plus il va alimenter la machine. Mm. Donc, au bout d'un moment, bah, il faut laisser la presse s'exciter. Mais après, il ne faut pas s'étonner non plus que plus personne ne lise. Si vous voulez, moi, pour le coup, j'ouvre une parenthèse et je la referme encore une fois. Moi, la presse, c'est un milieu que je découvre me concernant. Mais ces gens sont des malades, en fait. Je veux dire, c'est pardon, mais ces gens sont juste fous, quoi. Je veux dire, enfin, je suis désolé, mais ces gens sont fous. Il ne faut pas qu'ils s'étonnent si ces mecs ont besoin de subventions pour vivre. Après, je veux dire, c'est pas très étonnant, quoi. Je commence à comprendre pourquoi il y a des médias alternatifs maintenant, hein. C'est assez marrant. Mais sur l'IHU, j'ai failli le dire hier, mais j'ai pas osé. Euh, j'ai choisi un autre registre, mais j'ai failli le dire. Je veux dire, moi, il y a quelque chose qui manque dans l'accusation, c'est l'assassinat de Kennedy, quoi. Parce qu'au fond, on en est. C'est pour ça que j'ai préféré me raccrocher à Pinard et aux Fleurs du Mal. Mais euh, Donc, vous vous êtes abstenu finalement sur Pinard. alors, non, non, je l'ai dit pour Pinard. Ah, d'accord. Je Donc, qui l'ai était dit. le procureur du procès de Baudelaire. Et je me sens Des Fleurs du Mal. effectivement comme l'avocat. Je dis, je me sens comme l'avocat de Charles Baudelaire au procès des Fleurs du Mal, dont on disait qu'il était sans voix ni sans vie, face au procureur Pinard, qui parlait de cette morale publique qu'il fallait bien défendre. Et Charles Baudelaire a été relaxé de l'atteinte à la morale religieuse. Eh bien, peut-être que le professeur Raoult, lui, sera condamné pour atteinte à la morale religieuse, puisque finalement, il ne s'agit que de ça, de religion. Euh, c'est... Après, je veux dire, je reconnais que pour l'avocat, honnêtement, pour l'avocat, c'était une audience intéressante, vraiment. Ouais. Et elle s'est déroulée, si vous voulez, les avocats de l'ordre, il faut bien leur rendre ça, hein, vraiment, hein. L'avocat du Conseil national comme l'avocat du Conseil départemental ont vraiment fait leur job. Alors, ils l'ont fait, hein. Ils l'ont Mieux fait, que mais ne ils l'ont l'ont fait. fait l'imbuvable Pinard. Hein, Mieux que ne oui, l'avait fait l'imbuvable Pinard. mieux qu'il l'avait fait Vieux Pinard, c'est ça. Je veux dire, ils l'ont fait avec beaucoup d'honnêteté, vraiment beaucoup, beaucoup d'honnêteté. Il n'y a jamais eu d'attaque en dessous de la ceinture, il n'y a jamais eu de jugement de valeur. De Il y a- il y facilité. a- ils sont restés dans une intégrité professionnelle qui vraiment leur fait honneur, parce que ça aurait été facile de, de, de basculer, en fait. Et, euh, et vraiment pas du tout. Ils ont plaidé, ils ont très bien plaidé pour le coup, tous les deux. Euh, ils ont plaidé avec conviction, ils ont fait leur job. Ils ont mis parfois la défense en difficulté, c'était leur job. Et, mais pour le coup, ils l'ont fait sans aucune. C'est pas du tout une tonalité haineuse ou comme on pourrait l'avoir parfois. C'était vraiment très agréable, du coup, de plaider dans ces conditions, parce que l'institution judiciaire s'en est trouvée grandie. Hier, on a, si vous voulez, ça m'a fait du bien, après 1 an et demi d'hystérisation, d'avoir une enceinte judiciaire dans laquelle eh ben, chacun est resté à sa place, quoi. Ouais. Et la décision sera donc rendue début décembre, 3 décembre. 3 décembre. Entendu. Vous reviendrez ce soir, je crois, dans un live sur. Je ne sais plus où vous en êtes, pardon, vous êtes chaîne YouTube, Twitch. J'ai pas de chaîne YouTube, moi. Sur YouTube, même pas. YouTube, même pas, elle aime pas ma femme. Bon, parce que la chaîne de ma femme a été fermée. On ne sait pas pourquoi, mais elle a été fermée quand même. Bon, je veux dire, non, ce soir, je vais revenir sur 3 points. Je vais revenir sur quand même l'audience. Je vais revenir Ouais. sur le Pfizer Gate. Mmh. Vous avez fait un super Dommage. papier. Sur le coup du Pfizer Gate, vous avez fait un papier.
Merci. On transmettra à l'auteur. qui était vraiment bon pour le coup. On est en train de déposer plainte, il y a plainte qui est en cours de rédaction là, qui sera prête lundi, et on s'appuie pas mal quand même sur votre article, pour le coup, puisque si vous cherchez un truc un peu complet sur le Pfizergate, dans la presse, vous avez du mal à le trouver quand même. Sauf pour le minimiser. Sauf pour le Oui, c'est minimiser. mais d'autant que moi, je ne le maximise pas. Je dis qu'il y a un problème, il faut l'examiner, qui est l'étendue du problème, en fait. Mm. Euh, je veux dire, c'est comme si on vous disait, ouais, alors, il y a 45 000 patients, il y a eu 4 millions, il y a 4 000 patients qui sont morts au début, on ne sait pas dans quelles conditions, mais c'est pas grave. Mm. Bah, quand même. Euh, et on reviendra sur un événement important que j'organise le 13 décembre, où en fait, on organise le Noël des soignants suspendus. D'accord. Voilà. Bon, on en Donc, fera volontiers écho sur François. je veux dire, c'est un truc où effectivement, ouais, on a réservé une salle, c'est nous qui finançons, on a réservé une salle pour 200 personnes. En gros, on a invité les familles à venir avec leurs enfants pour vraiment le Noël des soignants suspendus. D'accord, bah, très bien. Merci de nous partager cette initiative. Un dernier mot sur votre retrait de la scène médiatique. Heureusement que vous vous êtes retiré, parce que qu'est-ce que ce serait sinon? Si vous ne l'aviez pas annoncé, on ne s'en serait pas aperçu, non? Vous êtes mauvais. Attention, vous allez finir du camp des no fake med à ce rythme-là. Je vous demande un peu de respect, monsieur Maître. Non, alors si vous regardez, j'avais dit, je me retire de la vie médiatique, à l'exception C'est vrai, je de vous l'accorde. parce que j'avais un contrat moral avec Cyril Hanouna, et si vous regardez, en fait, j'y suis aussi moins Oui, qu'au départ, je veux dire, pour le coup. Et d'ailleurs, là, c'est un grand débat. Vous prenez un exemple tout bête, c'est que cette semaine, on a eu un petit débat avec Cyril sur le fait qu'il voulait que j'y aille. J'ai dit non. La semaine prochaine, il veut que j'y aille. J'ai dit non. Je veux dire, parce qu'à un moment, je n'ai jamais donné l'étendue du contrat qui nous liait. hmm. Donc, j'ai fait le job. Vous avez le sentiment aujourd'hui d'être. Vous aviez déploré, vous aviez dit ne plus vouloir participer à l'hystérisation du débat public, tout en Et reconnaissant une part de responsabilité. on a Voilà. tous une part de Ouais. responsabilité. Il faut Vous avez le sentiment aujourd'hui d'être revenu au bon curseur dans votre pratique médiatique? Je ne sais pas où est le bon curseur, si vous voulez. Moi, je ne sais pas où est le bon curseur. Je dis que je me retire. 2 jours après, j'ai effectivement un article sur moi qui dit que je fais l'objet d'une enquête déontologique, Hmm. ce qui est faux. J'ai un courrier de l'ordre qui me dit que c'est faux. Je dis à l'ordre, bon, bah, c'est bon, je peux le produire. Ah non, c'est confidentiel. Bah, vous foutez de ma gueule, quoi. Hmm. À un moment donné, vous foutez de ma Et gueule. vous dites aussi que vous allez de toute façon un jour ou l'autre passer devant l'ordre. Mais forcément. Mais je vais vous Oui. dire pourquoi. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, je suis quand même un vieux baroudeur et je connais mon ordre, et que les rumeurs, je sais aussi aller les chercher. Hmm. Et je sais qu'il est en préparation un truc contre moi, qui alors, ils ont à l'ordre, ils ont inventé un truc exceptionnel au mois d'avril. Je suis content parce que je suis le premier à passer sous le filtre de ce truc, à mon avis, qui est la commission réseaux sociaux et médias. Ah, C'est une c'est sous commission qui mesure. contrôle, c'est ça, c'est une commission qui contrôle vos prises de parole. Et en termes de prise de parole, moi j'en ai un certain nombre, donc c'est assez facile. Hmm. Et je sais qu'ils ne me reprochent rien sur le fond, mais ils me reprochent la forme de mon propos, Hmm. et notamment ce côté un peu disruptif qui est le mien, et que c'est pas conforme à la modération et aux délicatesse. Il fallait me le dire qu'il fallait être modéré, sinon moi je ne serais pas engagé dans la profession. Hein. Voilà. Mais c'est tout en fait. Mais si vous voulez, très clairement, hein, je pense que le bon curseur, il est difficile à avoir dans cette crise. Je pense que personne ne peut avoir le bon curseur. C'est un peu du Raoult dans le texte, ce truc. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait une bonne façon de s'adresser aux gens. Mais à un moment donné, si vous voulez, le problème, c'est que si vous voulez que les gens comprennent ce que vous dites, il faut parfois quand même utiliser le langage des gens. Il faut à un moment donné dire à un con qu'il est con si vous voulez être compris. Sinon, ça ne marche pas. Et donc, moi, je veux bien qu'on utilise un langage feutré en permanence, mais qu'est-ce qui cache ce langage? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on ait besoin que la délicatesse et la modération, elles soient dans les rapports professionnels? Ça, je l'entends, bien sûr. Mais dans une communication publique, je m'interroge quand même sur le point de savoir où est le curseur. Et c'est quoi la délicatesse? À partir de quand je ne suis plus délicat? À partir de quand est-ce qu'effectivement je ne suis plus modéré? Qui fixe les critères? C'est du Raoult dans le texte, ce truc. C'est pareil, Hmm. si vous voulez. Et c'est là où c'est très inquiétant, c'est qu'on a une commission réseaux sociaux et médias qui s'appelle quand même une commission de la censure, il faut être clair. Une commission qui surveille l'activité de l'avocat sur les réseaux sociaux et les médias.
Mais je veux dire, les réseaux sociaux, excusez-moi, mais déjà j'ai un premier problème, c'est que quand je m'exprime sur les réseaux sociaux, certes, je m'exprime en tant qu'avocat, parce que je suis avocat, mais je m'exprime aussi quand je partage des photos de mes chevaux, de mon chien, ça prouve bien qu'effectivement, j'ai un cadre qui est un cadre privé aussi. Et c'est bien ça qui pose problème. On veut, je trouve ça marrant ce décalage. Vous avez d'un côté Zemmour qui monte dans les sondages, et de l'autre, une espèce d'arrière-garde qui vient vous dire, ah non, mais attendez, on ne parle pas comme ça aux gens. Mais je crois qu'on n'a pas compris. Les gens ont besoin à un moment donné qu'on arrête de leur parler comme s'ils avaient 5 ans, qu'on arrête de leur parler ou à chaque fois qu'on leur parle, c'est pour mieux leur cacher quelque chose. Mais à un moment donné, il faut bien manifester une indignation quand celle-ci a lieu, point. Sinon, on n'en sort plus, quoi. Hmm. Mais c'est ce que vous avez fait avec délicatesse, mais surtout franc-parler dans ce débriefing de France 3. Merci beaucoup, Maître, de nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle que vous serez tout à l'heure en live sur votre chaîne Twitch, qui a encore échappé aux fourches codines. Et merci à tous d'avoir suivi cet entretien et à bientôt sur France3.fr.